Pam, 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 pam. Faut-il brûler Luis Enrique, brûler toute la sélection espagnole? Faut-il à un moment donné tout jeter, mettre à la poubelle et se dire stop, on arrête? Mais vous allez voir que la question est bien plus compliquée que juste Luis Enrique ou l'effectif qu'on avait pour ce mondial. C'est bien plus compliqué que ça. Et on en parle tout de suite. Avant que la vidéo commence, prenez-vous un kawa, allumez une partie de PlayStation parce que la vidéo elle va être longue les gars, elle va être très longue, j'en suis pas rendu compte en la tournant, donc voilà, la qualité là c'est parce que je tourne vite fait avec le téléphone, mais ça va être long les gars, très long. Pour vous parler du mondial 2022 et les attentes qu'on avait nous avec la sélection espagnole, donc les attentes c'était gagner cette coupe du monde. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des manques, qu'il y a des choses qui vont pas dans la sélection, qu'il y aurait fallu d'autres choses. Mais avant de parler de ces autres choses et tout ça, j'aimerais qu'on revienne un peu en 2010, la seule année où l'Espagne a gagné une Coupe du Monde, la seule année où l'Espagne a montré quelque chose. Et là, vous allez me dire, ouais, mais 2010, la petite frite, excuse-moi, mais à un moment donné, voilà, t'avais quand même Iker Casillas, Iniesta, Xavi, t'avais Busquets au top à ce moment-là, t'avais David Villa, Ferran Torres, c'était autre chose comme effectif. On est d'accord, et on est parfaitement d'accord. On est sur un autre effectif, on est sur une autre époque, on est sur une période où le Barça et le Real Madrid roulaient sur toute l'Europe aussi également. On était sur une période où la Ligue des Champions était espagnole, le championnat espagnol était au-dessus de tout, et où il n'y avait pas réellement de concurrence en Europe pour l'Espagne. Voilà, on est arrivé à un moment donné où l'Espagne pouvait clairement chercher sa victoire, ou pouvait clairement aller chercher de quoi gagner en fait, directement. L'Espagne pouvait gagner. 2010 c'était pour eux, c'était sûr et certain. Maintenant on arrive ici, 2022, on se dit qu'est-ce qui a foiré? Je pense que ce qui a foiré, moi de mon côté, c'est quand je regarde l'effectif 2010. Donc 2010, on va revenir un peu là-dessus, l'Espagne se retrouve renversée dans le groupe du Chili, de la Suisse et de l'Honduras. L'Espagne perd son premier match 1-0 contre la Suisse dans une formation 4-3-3. Avec Iniesta à gauche, on avait David Silva, on avait un milieu de terrain Xavi, Busquets, Xavi Alonso, une défense Puyol, Piqué, Ramos. Voilà, avec Capdevia à gauche. Mais surtout, retenez bien ça, c'est on avait les trois quarts de l'effectif qu'on avait pour ce mondial et venait du Barça et du Real, les deux équipes ensemble. On perd le premier match avec un 4-3-3 et Del Bosque, ben voilà, premier match perdu contre la Suisse 1-0, Del Bosque se dit ben on va changer les choses. Cette fois-ci, il arrive avec une formation 4-4-2 en losange pour jouer le Honduras où on gagne 2-0. Deux buts de David Villa et là, tu avais David Villa et Fernando Torres en attaque, avec en numéro 10 Xavi, et derrière Xavi Alonso, Sergio Busquets et Jesus Navas. Donc Xavi était plus déporté un peu sur la gauche, Navas un peu plus sur la droite pour justement manger le flanc, et tu avais à ce moment-là Sergio Busquets et Xavi Alonso qui étaient plus en double pivot. Ça a fonctionné sur ce match-là, on fait 2-0, mais vous voyez que premier match, un peu de difficulté, pourtant 75% de domination, on a changé l'effectif, on décide de mettre deux attaquants pour avoir un peu plus d'appui offensif, et on reste toujours avec une défense assez solide, parce que voilà, même si on a perdu un 0 coup de la Suisse, c'était leur seule attaque réellement, et ben le Honduras on change pas la charnière centrale, ça fonctionne très bien, mais changement de tactique, changement de vision de jeu, changement de méthode. On arrive après au troisième match où tu dois jouer contre le Chili, et contre le Chili, à ce moment-là, tu remets toujours Fernando Torres et David Villa, mais accompagné derrière à ce moment-là de Sergio Busquets, Alonso, Xavi et Iniesta. Ça veut dire 4 milieux de terrain très créatifs, des milieux de terrain qui savent percuter, qui savent apporter balle au pied, qui savent donner. Mais tu as toujours deux attaquants qui te permettent de marquer les buts. C'est important de retenir, de se dire oui, on a fait la Coupe du Monde là avec des attaquants qui étaient capables de marquer des buts. Après, pareil, les deux attaquants ici contre le Portugal, où tu fais le 1-0 but de David Villa. Le Paraguay, la même chose ici, où tu refais un 4-4-2, pareil, Villa Torres, ça fonctionne super bien, 1-0 contre le Paraguay. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois, même si on joue en 4-4-2, on n'encaisse pas de but. Portugal, il marque pas. Le Paraguay, il marque pas. Le Honduras, il marque pas. Le Chili, il marque pas, voilà, c'est tous des matchs si le Chili marque un but, mais voilà, ensuite on joue l'Allemagne, Carles Puyol sur le corner, là il met la tête, voilà, mais ça marque pas, l'Allemagne perd 1-0, ça marque pas, et là on joue avec un attaquant et 5 milieux de terrain, ce qui permettait vraiment de densifier le milieu de terrain et garder la possession du ballon, mais toujours avec un attaquant qui permettait à ce moment-là de faire les différences, mais on a vu que cette fois-ci, ça venait de la défense le but sur un corner, mais
Changement de tactique, il y a des changements de tactique, il y a des changements de position, il y a des changements de joueurs. Voilà, ici on a Pedro pour la première fois qui était titulaire. Voilà, c'est des trucs comme ça où on se dit ok, il y a des changements, il y a un turnover dans cet effectif, sauf pour la défense et pour le milieu de terrain où tu te dis ben il y a toujours ces essentiels Piqué, Puyol, Ramos, Busquets, Xavi Alonso. Ça bouge pas. En attaque, David Villa, il bouge pas. C'est Iniesta qui tourne, Pedro qui tourne, Fernando Alonso qui tourne. Voilà, ça. Fernando Torres plutôt. Tout ça, ça tourne. Ça fait, voilà, ça fait le jeu. Mais les changements tactiques, à chaque fois, ils sont différents suivant les matchs. Et on est toujours avec un poids offensif très important. Et on arrive à ce moment-là à la finale, où l'Espagne gagne 1-0 avec le but d'Iniesta à la 116e minute. Mais on commence le match pareil. On le commence avec un 4-3, allez, un 4-5-1 réellement. C'est réellement un 4-5-1 parce que Iniesta et Pedro sur les ailes, mais c'était surtout pour densifier le terrain et apporter un peu de créativité, même si ce jour-là, ça a été une finale catastrophique vu que les Pays-Bas, ils ont décidé de jouer violemment. Mais sur le terrain, après, tu as Jesus Navas, Fabregas et Fernando Torres qui rentrent. Voilà, ça a apporté du poids, ça a apporté quelque chose. Mais il y a eu de la tactique, il y a eu des choses. Alors qu'est-ce qui a foiré cette année-ci? Parce qu'on pourrait se dire, ok, ben voilà, on fait le constat, on se dit, ben l'Espagne a joué avec 2 attaquants pendant cette Coupe du Monde 2010, 2 attaquants, ça apporte du poids, ok. Est-ce qu'à ce moment-là, Luis Enrique a fait une bonne sélection? On pourrait se dire, il aurait pu reprendre Iago Aspas et jouer en 4-4-2, mettre Iago Aspas avec Morata en attaque. Morata qui est habitué à jouer avec 2 attaquants, et à ce moment-là, jouer avec 4 milieux de terrain, mettre un Gavi à côté de Busquets pour justement peut-être faire la charnière centrale, ou simplement mettre Rodri plus haut avec Busquets pour justement bloquer cet axe. Et dire à Pedri et Gavi de jouer plus sur les ailes. Et puis, quand on a besoin de percuter et tout ça, faire rentrer Nico, faire rentrer Olmo, et essayer de jouer différemment. Il y avait des possibilités, il y avait moyen de faire autre chose, il y avait même moyen de jouer peut-être avec Fatih Morata en pointe, et voilà. On va pas revenir sur les erreurs de Luis Enrique là-dessus, parce que je pense que Luis Enrique a une grosse part de responsabilité sur le style de jeu, parce que il y a un problème de percussion, il y avait un problème dans l'attaque, il y avait un problème dans la manière d'apporter les actions. Mais défensivement, c'était excellent. Donc, avant de mettre Luis Enrique à la poubelle et de jeter tout au feu, je me demande, est-ce que l'Espagne n'aurait pas pu essayer? Ne fût-ce qu'essayer quelque chose. On a 5 changements maintenant. 5 changements, contrairement à 2010, on en avait que 3. Et de se dire, ok, on sait faire la possession, on sait garder la balle, on sait faire 1000 passes sur un match, et on sait éviter à l'équipe adverse d'être dangereuse. C'est ce qu'on a fait les 3 quarts du temps, c'est éviter à l'équipe adverse d'être dangereuse. Mais en annulant, nous, de notre côté, cette faculté à être dangereux également. Donc, si je devrais refaire à ce moment-là et me dire, ok, maintenant on va préparer, on est en 2024 la Coupe d'Europe, se dire, est-ce qu'on peut pas jouer de nouveau en 4-4-2 comme on l'a fait la plupart du temps en 2010, mettre 2 attaquants avec deux personnes sur les ailes pour créer et pour apporter le danger, et essayer pendant cette première mi-temps, à chaque fois, première mi-temps, de faire un pressing haut et d'essayer de marquer un maximum de buts. Parce que si tu rentres à la mi-temps avec 1, 2 ou 3-0, parce que c'est possible, hein, si maintenant tu te dis je joue avec 2 attaquants et on fait le pressing et on balance dans le rectangle, on essaye des tirs de loin, Pedri, Gavi, il faut qu'ils essayent à un moment donné de faire des tirs de loin, c'est apporter un plus et y aller quoi, parce que bon, on peut faire les affaires, on peut apporter, et à ce moment-là, si tu rentres à la mi-temps avec tes 2 buts, et tes 3 buts d'écart, même un but d'écart, c'est te dire, je rentre en deuxième mi-temps, si c'est qu'un but d'écart, c'est poursuivre jusqu'à ce qu'on ait le deuxième but pour faire le break, et après, voilà, tu remets à ce moment-là la formation qu'on avait ici, un 4-3-3 avec un faux numéro 9 pour développer au milieu et garder la balle et éviter, voilà. En plus, l'équipe adverse sera obligée de sortir, donc avec un Nico Williams sur les flancs à la place d'un Gavi ou d'un Pedri pour dire d'apporter sur les ailes en rapidité, ça peut le faire, ça peut fonctionner, on peut apporter quelque chose de différent. Donc les solutions, il y a possibilité de les avoir. Les solutions, est-ce qu'on peut les faire? Est-ce qu'on peut les apporter? Oui. Est-ce que Luis Enrique est l'homme de la situation pour ça? C'est ça la question. Mais maintenant, est-ce qu'un autre entraîneur peut apporter ça aussi? Il faut me sortir des noms, parce que là, je vois Roberto Martinez qui sort dans les noms. Moi, j'ai vécu Roberto Martinez avec l'équipe belge, les gars, tactiquement, c'est pas ça non plus. Hein. Donc, pourquoi pas laisser Luis Enrique et lui demander, voilà, repose-toi, remets-toi en question sur tes idées. Il y a possibilité de faire quelque chose, mais il faut, à ce moment-là, apprendre de ce que Del Bosque il a fait. Del Bosque, il a révolutionner le jeu en mettant autant de Catalans, autant de Madrilènes, essayer d'apporter quelque chose. Et là, on va en venir maintenant à l'effectif 2022, parce que l'effectif 2022, c'est quand même une illusion
qu'on a eu ici, parce que on s'est cru bien. Pedri, Gavi, Busquets au milieu, ça domine bien. Laporte et Rodri derrière, on se dit mais c'est solide quand même, parce qu'il faut dire ce qui est, l'Espagne n'a pas encaissé 30 000 buts ici, hein. C'est offensivement que ça a pêché. À gauche, Alba a fait le boulot, à droite ça a été un peu plus compliqué, on a eu trois défenseurs à droite différents, et les trois n'ont pas apporté ce que moi j'aurais voulu qu'ils apportent. Maintenant je pense que voilà, on peut être déçu sur ce côté droit, mais se dire Olmo, est-ce qu'il vraiment est percutassé, est-ce que Ferran Torres est assez dangereux devant les buts, est-ce que Morata n'aurait pas dû jouer titulaire et tout ça, enfin, Asensio, est-ce que vraiment il s'incorpore bien? Oui, il s'incorpore bien, mais est-ce que c'est suffisant pour dire d'être tueur devant le goal? Voilà, et on va maintenant alors repasser en revue tout l'effectif 2022 et se demander est-ce que c'était vraiment cet effectif-là qu'il fallait, et est-ce que les joueurs sont réellement au niveau. Et on va commencer par le poste de gardien. Donc on a Unai Simon, balle au pied, catastrophique, mais catastrophique, balle au pied. Tout le monde a eu peur avec Unai Simon, balle au pied. Trop de fois il a fait des erreurs. Déjà l'Euro il nous avait coûté un but contre la Croatie avec une erreur à la con. Après sur sa ligne il est bon. Il est bon sur sa ligne, mais dans le style de jeu que veut proposer l'Espagne, on doit avoir un gardien qui puisse jouer balle au pied. Après, je vais pas parler de Robert Sanchez ou de David Raya parce que je les connais pas au final. Brighton et Brentford. Qui regarde les matchs de ces équipes-là? Personne, à part les fans de ces équipes-là. Donc, je pense que déjà le poste de gardien, c'est pas le top niveau. Quand on voit certaines équipes, par exemple hier, Bono, t'as vu, il a fait son match. Courtois, il a quand même sauvé pas mal de fois les Belges. T'as des gardiens comme ça qui sont là et qui t'apportent un plus. Hugo Lloris, il fait son taf. Il y a des gardiens, ils t'apportent un plus. Le gardien ici de l'Argentine, pareil, il est très bon aussi. Donc tu peux pas aller en Coupe du Monde sans avoir un excellent gardien. Même l'Allemagne avec Neuer, ici Neuer pour moi était un peu en dessous des grands par rapport aux autres années, mais ça reste un grand gardien. Là, Unai Simon, c'est, on va dire, catégorie moyen. Ensuite arrive en défense. César Azpilicueta, c'est moyen aussi, c'est pas top niveau. Carvajal, c'est moyen, c'est pas top niveau. Mais c'est même très moyen, Carvajal. Jordi Alba, ça reste moyen, même en club, hein, on le peut regarder, c'est moyen. Ici, il a fait une bonne Coupe du Monde pour moi, sauf que pour le Maroc, on l'a pas assez vu. Après, voilà, sur son côté, je pense que c'était Hakim Ziyech et t'avais Mazraoui sur son côté, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Le garçon, il a quand même 33 ans. Tu peux pas apporter sur toute une Coupe du Monde tout le temps la même chose et déborder, défendre en même temps. Mais pour moi, voilà, Jordi Alba, maintenant, c'est plus le top niveau. On est sur un niveau moyen. Gaïa, qui devait être là, n'a finalement pas été là. Blessure, c'est Baldé qui a repris. Baldé, le pauvre, 18 ans, il arrive, première sélection, il peut pas commencer à s'incorporer dans l'équipe et comprendre tous les systèmes de jeu comme il doit faire avec Luis Enrique, ou voilà, il doit apprendre encore. Donc 18 ans, on va rien lui reprocher pour le moment, mais ça reste pour le moment moyen, mais avec une marge de progression énorme. Donc pour le futur, tu peux te dire, ok, on a Baldé. Mais c'est la première fois que je cite un joueur où tu te dis dans le futur on a quelqu'un. Laporte a été exemplaire sur toute la Coupe du Monde. Exemplaire Laporte. Donc pour moi Laporte on est au top niveau. Voilà, un joueur top niveau. Potorès, c'est en dessous de moyen pour moi. Donc ça veut dire qu'à côté de Laporte, c'est d'ailleurs pour ça que Potorès n'a joué qu'un seul match. Et quel match quel match chez Potorès. Eric Garcia, niveau moyen. Il n'a même pas été titulaire une seule fois, même pas rentré en cours de jeu sur un match. Très moyen. Et ensuite, on avait Guillamon qui n'avait pas joué du tout. Et voilà, ça c'était notre défense. Donc, un top joueur, beaucoup de moyens, et d'autres qui sont même pas titulaires, parce que même au niveau moyen, ils peuvent pas jouer. Ils peuvent pas jouer. Donc, il faut travailler quelque chose. Ensuite, on avait notre milieu de terrain, Sergio Busquets. Il a joué tous les matchs, toutes les minutes, les prolongations comprises. Sergio Busquets a toujours été présent sur ces matchs. Il n'a pas fait des mauvais matchs, mais quand même, on sent que l'âge est là, on sent que ça commence à arriver. Il doit à un moment donné se dire, ok, je stoppe la sélection espagnole. Il doit stopper pour justement laisser de la place à d'autres jeunes, laisser de la place à d'autres joueurs. Là, on a mis Rodri en défense centrale pour apporter quelque chose. On peut peut-être essayer de se trouver un bon défenseur central. Il y a moyen de trouver un bon défenseur central en Espagne. Ça n'en manque pas quand même. Enfin, je pense pas qu'il manque des défenseurs centrales en Espagne. Maintenant, tu aurais mis Rodri à la place de Busquets, ça aurait fonctionné. Ça aurait été différent, ça aurait été un jeu plus direct, mais le garçon, il est habitué avec Manchester City à jouer dans cette position-là. Il est formé par Guardiola, donc il aurait pu apporter quelque chose. Et si tu joues en 4-4-2, tu peux très bien mettre Rodri et te dire, tu sais quoi, je mets Gavi
ou Pedri là à côté de lui, pour dire justement de faire de la création, bouger des lignes, casser des lignes, pour percuter et tout ça. Mais pour moi, Gavi pourrait être en double pivot, un numéro 6. Donc si tu prends un 4-4-2, ben voilà, tu as déjà ton Laporte, Baldé dans le futur, il te manque quelqu'un pour accompagner Laporte, il te manque quelqu'un à droite. En double pivot, tu peux avoir Rodri et Gavi justement pour la percussion, le pressing, pour la distribution de jeu. Voilà, les deux peuvent très bien se compléter dans ce rôle-là. Et ensuite, tu peux partir à gauche avec Pedri justement pour percuter sur le flanc, pour pouvoir chercher dans l'axe, pour aller faire quelque chose de différent. Et à droite, c'est compliqué parce que là maintenant, t'es venu avec Carlos Soler. Pour moi, c'est très 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 moyen. Coquet, c'est plus que très moyen, c'est en dessous de moyen pour moi, Coquet. Et t'avais Marcos Llorente qui pour moi n'a pas fait une entrée en jeu exceptionnelle contre le Maroc. À droite, il a rien apporté, il s'est fait manger par Bouffal toute la mi-temps. C'est pas un niveau que la sélection espagnole doit avoir. La sélection espagnole, normalement, doit écraser ce genre d'équipe, pour tout le respect que j'ai pour le Maroc, mais tu dois pouvoir écraser, tu peux pas te faire dribbler et manger comme ça dans le vent pendant 45 minutes jusqu'à ce que le garçon il soit crevé, quoi. Non, Llorente, voilà, pour moi, c'était pas au niveau non plus. Est-ce que tu aurais pas pu prendre Thiago Alcantara, peut-être au milieu, pour justement apporter des tirs de loin, apporter des longs ballons, apporter quelque chose de plus? Je pense que si, je pense qu'il y avait moyen. Olmo, tu peux le mettre plus bas aussi, pour créer dans le milieu de terrain. Tu veux des joueurs qui font de la création de jeu, mets le plus au milieu de terrain. Et en attaque, percute. Là, tu avais Morata. Morata, si tu le mets avec un deuxième attaquant, il peut être très très bon. Parce que justement, lui, avec ses courses, ses espaces, il court dans tous les sens et tout ça, ça peut déstabiliser une défense, ça peut apporter un moyen de faire bouger les lignes. Donc Morata, mettre tout seul Morata dans des défenses refermées, il sert à rien. Il sert à rien. Donc, et c'est pas à cause de Morata, hein, je pense que c'est la tactique qui était pas bonne par rapport aux joueurs qu'on avait. Marco Asensio, pour moi déjà, il joue pas au Real. Il n'a pas sa place en équipe nationale, tu le mets titulaire et il apporte pas spécialement énormément. Oui, il s'incorpore bien dans le jeu à partir du moment où tu fais la possession de balle, à partir du moment où tu veux pas créer de danger, où tu veux juste un jeu neutre pour empêcher l'adversaire de jouer, Asensio est très bon. À partir du moment où tu veux marquer des buts, Asensio ça va pas. Ferran Torres, c'est la même chose qu'Asensio. Pour créer, pour décaler, pour vous trouver des espaces, pour justement apporter un plus à un effectif, c'est excellent. Ferran Torres, très très bon. Pour marquer des buts, non. Lui, il est là pour créer les espaces, justement. Maintenant, si tu mets Morata et Ferran Torres, ils vont te créer les espaces, ils vont te créer les trous, ils vont te créer les brèches, mais tu n'auras personne pour buter. Et ça, c'est important. Il faut des gens qui puissent se dire, ok, on marque des buts. Sarabia, je sais pas quoi vous dire sur Sarabia. Moi, je l'ai vu à la Coupe du Monde 5 minutes, 5-6 minutes. Voilà, il a raté son penalty, on va pas lui en vouloir pour ça. Tout le monde rate des penalties, ça arrive. En plus, c'est le seul qui a essayé de tirer et de placer correctement. Donc voilà, sur les 3. Il a raté le but de la 95e minute où ça aurait pu terminer le match, on était tranquille. Mais voilà, c'est pas sa faute. Il a joué que 5 réels. Il a pas. Voilà, c'est pas sa faute. Nico Williams, pour moi, c'est le genre de joueur que justement, quand tu gagnes, que tu te dis, ben voilà, on veut garder la possession et tout ça, tu fais rentrer Nico Williams pour aller chercher de la profondeur. Vu que l'adversaire serait obligé de sortir pour marquer, tu as besoin de profondeur. Nico, il peut aller chercher cette profondeur. C'est l'un des rares joueurs qu'on a qui peut aller chercher cette profondeur avec Morata. Daniel Mo, pour moi, c'est un milieu de terrain. Donc Daniel Mo, tu aurais pu le recruter comme milieu de terrain en disant, ben voilà, comme ça, ben à gauche, à la place de Pedri, tu mets Olmo, voilà. Moyen de créer quelque chose, ou alors quand tu domines, tu le fais rentrer en faux neuf, justement il apporte quelque chose de plus. On l'a vu de toute façon, premier match contre c'était qui le premier match Costa Rica, on l'a vu qu'il pouvait apporter en faux neuf. On l'a vu contre l'Italie à l'Euro, c'est un joueur qui peut apporter quelque chose, qui peut apporter un plus. Maintenant, voilà. Ansu Fati, pour moi, il a perdu son niveau, il a perdu son truc. Maintenant, il faut absolument qu'il reprenne confiance, qu'il fasse quelque chose, parce que oui, Ansu Fati, je pense que lui, si tu le mets en faux, si tu le mets en deuxième attaquant avec Morata, ça peut apporter quelque chose. Yeremy Pino qui a été, je comprends pas pourquoi il a pas joué, il aurait pu apporter quelque chose à un moment donné. T'es à 0-0 contre le Maroc, je sais qu'il faut pas trop se découvrir, mais la séance de penalty c'est toujours pile ou face. C'est toujours du pile ou face. Tu te dis, bah, tu sais quoi, je fais sortir style Llorente, je fais sortir un défenseur, peu importe qui je fais sortir, et je vais mettre Yeremy Pino directement et pour apporter de la percussion, apporter du dribble, apporter de la folie. Yeremy Pino, il peut le faire. Yeremy Pino, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur de futur. Donc on a fait le tour de l'effectif et on se dit, ben, à la place d'Asensio, à la place de Sarabia,
on aurait pu aller chercher un petit Iago Aspas ou un autre joueur qui puisse marquer des buts. Au milieu de terrain, ben, on aurait pu, au lieu de Carlos Soler ou Coquet, qui finalement n'apporte rien sur le terrain, faire descendre Dani Olmo et se dire, ben voilà, et on essaie de jouer un peu différemment, apporter des choses différentes, on aurait pu avoir un effectif autre. Maintenant, pour moi, Luis Enrique n'est pas le seul responsable de ce qui se passe là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Comme je l'ai dit, on avait un effectif qui était très très bon parce qu'on avait la moitié Barça, moitié Real Madrid. Les responsables ici de ce qui se passe, il y a un déclin dans le championnat espagnol, un gros déclin, et on n'arrive plus à aller chercher des Espagnols, les former dans leur club, et justement aller chercher cette cohésion qu'il y a dans les équipes de jeunes, et créer un groupe solide qui est formé en Espagne. Et ça, c'est Tebas qui est responsable de ça. Tebas est le seul responsable. On n'a plus l'argent, on n'a plus les finances, avec leurs restrictions, avec leurs règles, plus dures que les règles de l'UEFA, parce que l'UEFA, au final, il laisse quand même beaucoup de liberté au club anglais, à Paris, au Bayern, enfin, tous ces clubs-là ont beaucoup de liberté dans les investissements, dans les recherches, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, tous ces clubs-là, ils n'ont pas cette restriction avec les masses salariales, avec les 1 pour 4, les 1 pour 2 et tout ça, et je pense que Tebas est en train de tuer le championnat espagnol avec toutes ces restrictions parce qu'il veut absolument que le championnat espagnol soit clean niveau finance. Quel championnat au monde est clean niveau finance? Aucun championnat au monde n'est clean niveau finance. Tous les championnats, ils dépensent comme des fous. Regardez Manchester, ils dépensent 300 millions s'ils veulent tous les étés. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il n'y a personne qui va les contrer, qui va leur dire quoi que ce soit. Le PSG, il peut te mettre 200 millions sur la table, il n'y a pas de problème, on va pas poser de questions, même s'ils ne gagnent pas de Ligue des Champions, même si les droits TV en France, c'est de la merde. Ils s'en foutent parce que l'argent, bah, c'est le Qatar qui donne. Mais même pas que c'est le Qatar qui donne, c'est simplement on les fait pas chier, on les emmerde pas. Alors que nous, Tebas, en Espagne, ils nous emmerdent, ils emmerdent tous les clubs espagnols. Alors qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on ne sait pas payer les joueurs comme on veut, vu qu'on est obligé d'aller chercher de l'argent, vu qu'on est obligé de vendre et qu'on est obligé à ce moment-là de regarder à 1 € près ce qu'on doit faire, tu te retrouves avec des joueurs espagnols, avec des beaux talents, qui partent à l'étranger. Ici, cette équipe-ci, regardez, Azpilicueta, c'est Chelsea. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Laporte, City. Rodri, Manchester City. Ensuite, on a Carlos Soler, c'est le PSG. On a Morata, il fait tous les clubs du monde, lui, c'est pas la même chose. Sarabia, le PSG. Olmo, Leipzig, là. Jérémy Pino, Villarreal pour le moment, mais bon, ça, et après dans le tas là, t'as sûrement des autres joueurs qui vont partir dans les clubs étrangers ou des joueurs qui vont faire des éclosions dans les clubs étrangers. Et on est en train de perdre le talent. On est en train de perdre le talent. Et Barcelone, avec la politique de Bartomeu, on n'a pas su investir dans des joueurs de 25-24 ans qui maintenant devraient porter l'équipe vers le haut et former tous ces jeunes correctement pour justement apporter un plus, que ce soit à l'équipe nationale ou au Barça. Et Bartomeu a tué cette génération-là, donc on a un trou comme ça, on a un gros trou. Parce que maintenant, Pedri, Gavi, Balde, c'est bien, hein, c'est le futur, mais ça, c'est jeune, c'est à moins de 20 ans. Ces joueurs-là seront au top à 24, 25, 26 ans, ce seront vraiment au top, comme Frenkie de Jong, maintenant il est au top avec l'équipe nationale, maintenant il est à un âge mûr. Et l'équipe d'Espagne a ce problème-là, et après, j'aime bien, parce qu'il y a les Madrilènes qui sont là derrière, ouais, il aurait dû prendre plus de Madrilènes. Il y a 4 Espagnols à Madrid, Nacho, qui, sûr et certain que s'il jouait dans un club style Valence, ou même à Barcelone, il serait titulaire en défense centrale, il serait titulaire, c'est un super défenseur Nacho, là il est sur le banc avec le Real Madrid, donc il peut pas apporter avec l'équipe nationale. Marco Asensio, il est sur le banc, bon, ils l'ont pris, on a vu que ça n'a pas apporté grand chose, ça a été bien, il s'est bien fondu dans le moule, mais c'est pas assez percutant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme espagnol? Carvajal, niveau très 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 moyen, et ensuite t'as Ceballos, voilà. Donc, les Madrilènes qui sont en train de râler en disant « Ouais, mais il prend pas assez de Madrilènes. » Les gars, vos 4 Madrilènes, ils sont pas au niveau. Les 4 Madrilènes espagnols, ils sont pas au niveau. Après, tu vas aller à Barcelone, ouais, il prend trop de Catalans, mais après, si tu veux une cohésion, quelque chose... La Coupe du Monde, t'as pas pu la préparer. C'est pas comme les autres Coupes du Monde où les championnats se terminent le 15 mai et tu te dis, ben voilà, maintenant t'as jusqu'au 15 juin, un mois de préparation pour une Coupe du Monde. Ici, t'avais rien, t'as une semaine, voilà. Hop, tu termines le championnat, une semaine après, t'as ton premier match de Coupe du Monde, t'as pas le temps de préparer quoi que ce soit. Le mieux, c'était de prendre des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble, qui sont habitués à jouer en groupe et des joueurs qui ont fait toute la qualif ensemble. Quitte à mettre des joueurs sur le côté, voilà, je pense que c'était un choix de l'entraîneur, un choix cohérent de base, mais un choix quand même qui nous a coûté la qualification en quart de finale. Mais la Coupe du Monde en hiver, voilà, manque de préparation. Les joueurs,
pas assez matures. Pedri, Gavi sont pas assez matures pour dire de porter l'équipe jusqu'en haut. Busquets, trop âgé pour dire d'apporter un plus de fraîcheur. Un problème de défenseur central. Pour moi, Nacho aurait été le défenseur central qu'il aurait fallu s'il n'était pas au Real Madrid. S'il avait été dans un club qui, justement, l'aurait fait jouer tous les jours. Là, t'aurais une défense Nacho, Laporte. T'aurais pu mettre Rodri en défenseur central en double pivot, peut-être même avec Busquets ou avec Gavi, peu importe. Mais t'aurais pu apporter quelque chose de différent à cet effectif. Là, c'est compliqué. À droite, t'as un problème à droite parce qu'il n'y a personne à droite. En Espagne, il n'y a personne qui sait jouer à droite. À gauche, t'avais Gaïa, bon, il s'est blessé, mais Baldé, Jordi Alba ont fait le boulot. Et devant, t'as un problème. Tu peux pas jouer avec un attaquant. Là, il est là le problème. Mais ça, Tebas, qui est en train de tuer le championnat espagnol. Donc, on est en train de perdre peut-être des moyens de pouvoir former ces jeunes et de pouvoir apporter un plus à cette sélection espagnole et au championnat espagnol, parce qu'on est en train de tuer le championnat espagnol. Luis Enrique de peut-être avoir été têtu, trop têtu sur ses choix tactiques, parce que bah, c'est facile. Ou tu joues en faux numéro 9 et tu vois que ça va pas, tu rajoutes juste un 9. Voilà, c'était ça la tactique. Toutes les équipes, elles ont vu l'Espagne, elles se sont dit, bah c'est bon. C'est Barcelone, tu fais ça, tu joues à 10, à 11 derrière, comme Cadix y fait, tu marqueras jamais. De ta vie, tu marqueras jamais. Non, tu dois pouvoir à ce moment-là changer de style et peut-être laisser l'adversaire aller te chercher un peu plus haut, quitte à perdre le ballon un peu, perdre un peu en possession, et derrière pouvoir utiliser des contres ou des espaces pour pouvoir partir plus rapidement. C'est un choix tactique. C'est un choix tactique. Et ensuite, Bartomeu, qui nous a empêché de former des jeunes de la Masia et qui les a fait fuir justement de la Masia parce qu'il fallait revendre, il fallait ci, il fallait ça, et donc on a perdu 10 ans de formation aussi avec la Masia. On se retrouve maintenant avec une équipe d'Espagne, ben, orpheline de vrais cadres, orpheline de vrais joueurs de talent, et voilà. Quand tu regardes de toute façon les joueurs du Barça, c'est des joueurs qui jouent l'Europa League, les gars. On joue l'Europa League, on joue pas la Champions League. Quand tu vois les autres joueurs, que ce soit l'Atlético de Madrid, Bilbao, Leipzig et tout ça, ça reste des équipes qui jouent l'Europa League, ou même l'autre, l'Intertoto, je sais pas comment ça s'appelle l'autre truc. C'est pas des joueurs de classe mondiale, c'est pas des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, c'est pas des joueurs qui ont cette qualité encore de t'apporter un plus. Donc il faut absolument que maintenant les clubs espagnols se remettent en question, mais tous les clubs espagnols, et se dire ok, on doit élever le niveau, ne fût-ce que pour le club lui-même, pour apporter plus d'argent, plus de droits TV, pour pouvoir mieux former les jeunes, et derrière Tebas laisser peut-être un peu de mou à ces équipes-là pour justement aider financièrement tout ça. On doit aider les clubs, on doit laisser un peu plus de liberté aux clubs dans les investissements, dans les formations, et peut-être chercher à ce moment-là un peu plus à recruter en Espagne des Espagnols pour pouvoir développer le football un peu plus. Là, on a laissé tomber les clubs, on laisse tomber la sélection espagnole, et tout ça, pourquoi? Pour des problèmes d'argent, qu'il faut qu'on soit plus blanc que les autres pays. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi Tebas il fait ça. Est-ce que c'est parce que c'est... J'en sais rien en fait, en final. Pourquoi Tebas il fait ça? Donc pour moi, le responsable de la défaite de l'Espagne, c'est Tebas, Luis Enrique, Bartomeu, et aussi Florentino Pérez. 4 Espagnols seulement dans ton effectif. 4. Tu vas aller te plaindre qu'il n'y a pas assez d'Espagnols en sélection, et quoi? Ou les supporters, il faut arrêter, hein. Vous êtes là, les journalistes, ils sont là, oh, Luis, il prend ses copains catalans. Mais ils sont où les autres Espagnols à Madrid? Ils sont où? Me dis pas qu'il en a pris 2-3 là, l'Atlético, et ils sont nuls. Donc si le Real veut avoir plus d'Espagnols dans la sélection espagnole, ils ont qu'à engager des Espagnols, les former et les mettre au niveau. C'est tout. Et ne me parlez pas, il fallait prendre Sergio Ramos derrière, les gars. C'est bon, c'est bon. Donc, l'équipe d'Espagne, voilà les responsables, c'est pas les joueurs ont été sélectionnés pour apporter quelque chose, ils n'ont pas apporté quelque chose parce que la tactique n'a pas été assez étudiée et assez travaillée pour pouvoir apporter quelque chose de différent, donc Luis Enrique, Tebas, Florentino Pérez, Bartomeu sont les responsables pour moi de cet échec de la sélection espagnole à la Coupe du Monde. Et pour l'Euro, il faut des changements, il faut des autres trucs, et pour moi la solution, elle passe dans un changement tactique. On doit garder cette possession, mais on doit surtout être beaucoup plus percutant. Chercher avec 2 attaquants, chercher à mettre le pressing, à chercher à tuer le match directement en première mi-temps, quitte à mettre 4 buts, 5 buts, on s'en fout. La première mi-temps, c'est tuer l'adversaire et nous-mêmes, nous crever sur le terrain pour dire, ben voilà, on fait 45 minutes à fond et tant pis. À la mi-temps, il y a 5 changements. Ben, on en fait 3 direct à la mi-temps pour dire de changer le rythme et de pouvoir poser et de contrôler le jeu. C'est tout. On doit changer, on doit jouer avec les nouvelles règles. Les nouvelles règles, il y a 5 changements. Si tu as une prolongation, tu as un 6e changement. Voilà, tu peux changer toute ton équipe quasiment maintenant à changement. Et tu dois changer la mentalité de la possession. La possession, c'est bien. Tu peux faire du 70, du 80% dès que tu gagnes le match. Dès que tu gagnes le match, tu gagnes pas le match. Percussion, percussion, percussion. Tu attaques et tu tires. Et surtout, tu tires. Finis de rentrer dans le rectangle et tout ça. Tu veux une frappe.
tire de loin, 20-25 mètres, on s'en fout. Tu peux être dévié, le gardien peut la relâcher, un attaquant peut la reprendre. Tu dois saisir ta chance, tu dois tenter ta chance, tu dois absolument créer ta chance. Tu dois la créer. Si tu la crées pas, t'auras rien. Donc, élimination logique de l'Espagne à la Coupe du Monde. Même si moi je m'attendais à ce qu'ils gagnent cette Coupe du Monde, ça reste logique comme élimination parce que finalement on n'aurait pas pu apporter plus que ce qu'on a apporté dans cette Coupe du Monde et c'est pas suffisant pour être champion du monde. Par contre, se remettre en question et se dire ok, on doit retravailler certains points, on doit retravailler certaines choses et changer un peu la philosophie du jeu que nous on a et retravailler maintenant les bases aussi en club, c'est extrêmement important. Donc, on va se laisser là-dessus sur l'équipe d'Espagne. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour vous, quelles sont les faiblesses? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce que vous feriez à la place? Et on en discute dans les commentaires de toute façon, les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir. Et à demain.